Nous pouvions continuer avec ce que nous disions l'autre jour. Nous avons dit que l'apprentissage est beaucoup plus important que d'acquérir des connaissances. L'apprentissage est un art. Le cerveau électronique et les ordinateurs ne peuvent acquérir des connaissances et fournir des rapports de toutes sortes. Ces machines, aussi ingénieuses et aussi bien informées, ne peuvent pas apprendre. Seul l'esprit humain a la capacité d'apprendre. Nous faisons une distinction absolue entre l'acte d'apprentissage et le processus de connaissance, l'acte d'acquérir des connaissances. Le processus de connaissance est de s'accumuler par l'expérience de diverses impressions, de contact avec la société, d'influences de toutes sortes. Cette accumulation laisse un résidu. Les connaissances, et c'est avec ces connaissances, avec ce contexte que nous opérons, sinon, sans connaissance technique, acquise à travers tant de siècles, nous n'avons aucune possibilité d'agir. Nous ignorons où vivre, ce que nous devons faire, mais l'acte d'apprentissage est un mouvement constant. Ce qui a été appris est devenu des connaissances et constitue la base sur laquelle nous opérons. Cette connaissance agit donc dans le présent par le passé. Mais l'apprentissage est une action, un mouvement actuel sans aucun ajustement dans le passé. Cela devrait être clairement compris. Sinon, nous serons conduits à toutes sortes de confusions lorsque nous entrons dans un terrain plus large. Parce que l'apprentissage n'est pas d'écouter nos connaissances. Si vous écoutez vos connaissances, les choses que vous avez apprises, vous n'écoutez pas vraiment. Il interprète, compare, juge, évalue et ajuste selon une certaine norme précédemment établie. Mais l'acte d'apprentissage est très différent de cela. Nous y entendons toute l'attention, sans ajustement à aucun modèle, sans comparaison, évaluation ou interprétation. Nous entendons. Écoutez-vous le bruit de ces corbeaux? Il est temps d'aller se coucher. Mais si vous les écoutez avec irritation parce que vous voulez faire attention à ce que dit l'orateur, ils résistent au bruit parmi les corbeaux, cela ne donne pas une attention totale. Votre esprit est divisé. Par conséquent, l'acte d'écoute est l'acte d'apprentissage. Il y a beaucoup à apprendre de la vie, car la vie est un mouvement de relations. Et ces relations sont l'action. Nous devons apprendre. N'accumulez pas de connaissances extraites de ce mouvement que nous appelons la vie. Pour vivre selon ces connaissances, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à eux. L'ajustement consiste à nous adapter, à nous accueillir, à un moule, à s'adapter aux influences, aux demandes et aux pressions d'une société particulière. La vie doit être vécue et comprise. Nous devons apprendre sur elle. Et nous n'apprenons plus lorsque nous commençons à se disputer avec la vie. Lorsque nous rencontrons votre passé avec notre conditionnement et nos connaissances. Il y a donc beaucoup de différences entre l'acquisition de connaissances et l'apprentissage. Nous avons besoin de la vérité de la connaissance. Sinon, nous ne connaîtrions même pas notre adresse. Nous oublions notre propre nom. Par conséquent, à un certain niveau, la connaissance est indispensable. Mais lorsque nous utilisons des connaissances pour comprendre la vie, qui est un mouvement, une chose active et fluide, dynamique et variable, lorsque nous ne suivons pas ce mouvement de vie, nous vivons dans le passé. Et nous nous efforçons de comprendre cette chose extraordinaire que nous appelons la vie. Maintenant, pour comprendre la vie, vous devez apprendre chaque minute sur vous. Et nous ne l'aborderons jamais avec ce qui a déjà été appris. La vie de presque tous dans la société est d'ajustement. Adapter notre pensée, nos sentiments, nos modes de vie à un modèle, une sanction ou un mode donné établi par une société civilisée. La société qui marche lentement et évolue selon certaines normes, et depuis l'enfance, nous avons été amastirés pour nous ajuster, pour nous adapter à la norme, à l'environnement dans lequel nous vivons. Dans un tel processus, vous n'apprenez jamais. Nous pouvons se révolter pour nous débarrasser de cet ajustement, mais une telle révolte n'apporte jamais la liberté. Seulement ce que c'est apprendre et ne jamais s'accumule. Cela ne suit que le flux constant de la vie. La société est la relation entre les entités humaines, une action réciproque entre les individus.
La société a établi certaines normes auxquelles, en tant qu'enfants, nous sommes obligés de nous adapter. À s'adapter, mais avec un tel ajustement, nous ne serons jamais libres. Il institue une certaine autorité, certaines normes de comportement, de conduite, de législation, et n'aide jamais l'homme à être libre. Au contraire, la société oblige l'homme à se soumettre à ces normes, à respecter, à cultiver les vertus approuvées par elle pour accueillir un moule. Il ne veut pas qu'elle soit libre. Ne l'éduque pas à la liberté. Toutes les religions font partie de la société, inventées par l'homme pour leur propre garantie psychologique. Les religions, organisées comme elles sont, constituent des dogmes, des rituels, et en eux, la division de l'autorité. Les religions ne veulent donc pas non plus que l'homme soit libre. Et c'est parfaitement évident. De Sartre, le problème est d'établir l'ordre nécessaire dans la société. L'ordre est indispensable, car sans qu'il ne puisse pas vivre. L'ordre signifie l'efficacité. Cela signifie la coopération entre tous les citoyens, dans lesquels chacun divise, en apprenant sa fonction, sans lui donner de position. C'est ce qui est l'ordre, et pas cette chose créée par la société que nous appelons l'ordre, mais ce n'est qu'une hiérarchie. La fonction donne à l'individu une situation, lui donne du prestige, du pouvoir, de la position. Et dans la bataille qui se déroule dans cette société compétitive, des lois sont faites pour garder l'homme dans l'ordre. Le problème est donc le suivant. Un ajustement est requis. Par exemple, gardez le côté droit de la route lorsque vous conduisez une voiture. Mais en même temps, il doit y avoir la liberté. Sinon, la vie dans la société n'a aucune importance. La société, aucune liberté ne donne à l'homme. Vous pouvez vous conduire à la révolte, mais tout écolier est capable de se révolter. Aidez l'homme à être libre et à comprendre le problème d'ajustement. Vous aidez à obéir sans esclave à la société, à observer les normes et les normes, pour s'adapter à la société en gardant toujours cet esprit de liberté extraordinaire. Tout cela nécessite beaucoup d'intelligence. L'homme n'est pas libre, bien qu'il ait vécu 2 millions d'années. Et à moins que ce ne soit gratuit, votre souffrance, votre anxiété et votre affliction ne se termineront jamais. Cela ne mettra jamais fin à la pauvreté déplorable de l'esprit et du cœur humain. Alors, qu'est-ce qui nous fera changer? Si ce problème ne vous intéresse pas, ne vous inquiétez pas. Ne faites pas un problème de plus dans votre vie. Il a déjà des problèmes qui suffisent, qu'il soit avec Oncio ou non. Mais s'il est une personne vraiment sérieuse et réfléchie dans ce monde, qui est devenu si violent, si brutal, si plein de concurrence, de nationalisme, si fragmenté dans les familles, groupes, etc., qu'on le veuille ou non, si vous n'avez aucun intérêt, vous pouvez dire que je ne veux pas jouer, je développerai mes théories et vivrai dans le cocon de mes propres idées. Mais si vous ressentez un véritable intérêt, vous pouvez découvrir ce que chacun de nous changera. Changement au centre, qui favorisera une révolution au cœur de notre être. Nous ne pouvons pas prendre soin de choses triviales. Si vous devez voyager de 3e ou de 1re classe, ou par avion, ou prenez un repas par jour, ou parcourez un string lorsque nous sommes en présence d'un énorme problème. Qu'est-ce qui nous fait changer? Et nous voulons changer centre? Le centre est l'essence même du plaisir. Pour profiter du plaisir, nous sommes prêts à tout, à croire en quelque satisfaction, un certain remplissage. Ne rejetez pas à la hâte cette question de plaisir. Car, après tout, c'est là que toutes les activités sont basées, dans le plaisir. J'aime une certaine théorie, une certaine formule et je travaille selon. Parce que je l'aime, elle m'intéresse. Je la trouve attirante et je crois en elle. Ou, j'en rejette et en adopte un autre et exploite à nouveau le même principe. Ou je rejette le plaisir en disant « Oh, je dois me priver complètement de plaisir dans ma vie. » Et je commence à me forcer, à me torturer, afin de ne pas avoir de réaction de plaisir, qui est appelée conduite religieuse. Vous pouvez donner du plaisir le nom que vous voulez, le concevoir avec un mot, ou latin, sanskrit sonore, ou couvrir cette idée avec une couche encre, essayez de le détruire, en vous libérer sans comprendre la structure du plaisir. Alors,
Que pouvez-vous changer pour vous et moi, en tant qu'être humain dans ce monde terrible qui n'a rien d'illusoire, mais il est terriblement réel, brutal et totalement insensible? Qu'est-ce qui peut radicalement nous changer sur la base de la structure du plaisir et du désir d'éviter tout ce qui est douloureux? Croyez en Dieu, car cela vous fait plaisir. Un sentiment de sécurité, d'une certaine stabilité. Ou si vous ne croyez pas en Dieu, cela vous donne également une autre sorte de plaisir. Toute la structure est donc basée sur le plaisir. Comment pouvez-vous, en tant qu'entité humaine, promouvoir un changement autre qu'une nouvelle forme de plaisir? Nous devons donc examiner la nature du plaisir sans essayer de le détruire ou de le transformer, ou de rechercher un substitut. Nous devons le comprendre, vous ne pensez pas? Comprendre? Que signifie comprendre une chose? Nous employons très facilement le mot pour comprendre quand nous disons « je comprends cela ». Un étudiant dira que je comprends ce problème des mathématiques, je comprends la nature des êtres humains, la structure de la société ou du gouvernement, etc. Mais nous donnons le mot pour comprendre un sens différent. Ne l'utilisons pas intellectuellement, pas émotionnellement. La compréhension intellectuelle d'une certaine chose, bien sûr, n'est pas une véritable compréhension. Lorsque nous avons un problème à propos d'une manière aussi sérieuse, nous ne pouvons pas nous approcher intellectuellement, car l'intellect n'est qu'un fragment de l'être humain total. C'est un segment, une section de la structure humaine. La compréhension intellectuelle est une compréhension destructrice, car cela signifie que nous avons affaire à un problème énorme et compliqué avec un fragment de notre être, l'intellect. Ou, lorsque vous obtenez avec enthousiasme, quand il est sentimentalement frappé par quelque chose, il est également partiel. Par conséquent, il n'y a aucune compréhension là-bas. Il n'y a que la compréhension de l'intellect. Des émotions, des nerfs, des oreilles. Le yeux, tout réagit complètement au problème. Lorsque tout votre être, comme vous voulez tout cet être petit, mesquin, stupide, étroit et superficiel, réagit totalement au problème, il y a alors la possibilité de le comprendre. Cette compréhension elle-même est l'action. Il n'y a pas de première compréhension, puis l'action. J'espère que c'est clair. C'est-à-dire que nous considérons le problème totalement et non fragmentaire. Et le problème est le suivant. Comment l'esprit humain peut-il, comment l'être humain, qui est si complexe, peut-il comprendre un problème complexe? Il convient également de noter que l'action ne diffère pas de la compréhension, ce qui n'est pas deux choses distinctes. En comprenant qu'un certain objet est un serpent venimeux, je m'éloigne de lui. Il y a d'abord pour le comprendre et ensuite s'en éloigner. La chose elle-même est dangereuse et la compréhension du danger me fait agir. Par conséquent, l'action est totale et non partielle et fragmentaire. En tant qu'être humain, vous êtes une entité extrêmement complexe. Il n'y a pas seulement l'esprit conscient, poli, expérimenté, le cerveau doté d'une conscience superficielle qui s'applique aux activités quotidiennes, au travail de bureau, à la vie de famille, etc. Mais aussi, profondément, il y a l'inconscient qui est racial, communal, traditionnel, qui est le passé et toute l'histoire de la civilisation dans laquelle il vit. Une entité humaine est éduquée et agit. Par conséquent, il est impératif de comprendre la structure totale et de ne pas partir de celui-ci. Il ne faut pas dire « je comprendrai d'abord l'inconscient ou le conscient, et petit à petit, puis je vais ajouter toutes les parties et les voir dans son ensemble. » Messieurs, j'espère que nous sommes ici en communion. Ainsi vient la question de la communion ou de la communication. Être en relation, c'est être en communion. Je ne sais pas si vous en réalisez cela. Si je me cache derrière le masque de mes ambitions, ma cupidité, mon envie, ma vulgarité, ma mesquinerie, etc., il n'y a pas de communion entre nous. Il est peut-être aussi vulgaire, passionné, envieux derrière ses propres masques. Chacun de nous vit derrière un masque. Heureusement, même si vous êtes marié et que vous avez une femme, des enfants et ainsi de suite, chacun de vous vit dans une prison particulière,
derrière votre masque de ruse, d'erreur, etc. et prévoit d'établir des relations avec les autres. C'est impossible. Il ne peut y avoir que la communication ou la communion dans l'état de relation. Comprendre, messieurs, si je dis que je suis hindou, c'est un masque, une simple tradition qui ne signifie rien dans le monde moderne, et au fait, cela n'a jamais rien voulu, et vit derrière ce masque. Et moi, comme musulman, je vis derrière mon propre masque. Ma tradition, mon fanatisme, mon éducation. Il y a la communion parmi vous, comme hindou, et moi en tant que musulman. Absolument. Mais être en relation est d'être en communion. Parmi nous, c'est-à-dire entre vous et cet orateur, il est nécessaire d'établir cet état de relation. Sinon, il n'y aura pas de compréhension mutuelle. Si il écoute indifféremment, de manière distraite, ce qui dit ou accorde l'attention à l'orateur, parce qu'il y a une certaine idée de sa réputation, un certain faux respect, comment peut-il y avoir de communion? Un état de relation entre vous et lui. Nous devons nous rencontrer, vous et moi, au même niveau, en même temps et avec la même intensité. Sinon, il ne peut y avoir de communion. Je ne sais pas si je clarifie clairement la question. Puis-je cacher être un passionné nationaliste? Je peux, et être profondément hindou et parler d'union, et ainsi de suite. De cette façon, il ne peut y avoir de communion entre nous. Ou peut-être que vous n'avez aucune de ces étiquettes. Ainsi, pour établir la communication, une profonde communion entre nous a tendance à avoir un état de relation. Et ceci, l'état relationnel, ne peut être établi que lorsque nous sommes confrontés à la manière non verbale, non théorique et non abstracte. Ce n'est que lorsque les deux parties, lorsque vous et moi rencontrons le fait, peuvent y avoir une communication ou une communion entre nous. Nous devons voir la même chose objectivement, et pas émotionnellement, pas conformément à nos opinions, croyances, dogmes, espoirs, peurs, pas aussi hindous, musulmans, bouddhistes, communistes, etc. Nous devons voir le vrai fait simultanément. Vous n'avez pas à rentrer chez vous pour vous voir. Vous devez le voir ici, lorsqu'il est indiqué au même moment, avec la même intensité. Ce n'est qu'alors qu'il y a la possibilité de communication ou de communion. Et ce n'est qu'alors qu'il est possible d'avoir un état de relation. Et ce n'est que là, lorsqu'il y a cet état de relation entre vous et l'orateur sur le fait, ce n'est qu'alors que la possibilité de rejoindre l'action au fait ou un fait produisant l'action. Suivez ce que je dis car cela nécessite une attention. Nous parlons de mutation dans la vie de la relation, qui est absolument nécessaire. Pas au niveau superficiel, mais dans les mêmes racines de notre être. Et nous découvrirons le fait, le trouverons, et ne pas être informés à ce sujet. En découvrant le fait, nous ne regardons pas théoriquement avec des opinions. Et ce même look produit de l'action. Par conséquent, cette observation elle-même est le facteur de la mutation. Je ne sais pas si ça me comprend bien. Est-ce que je me rends clair? Ne dites pas que vous êtes d'accord, messieurs. Vous ne semblez pas satisfaits. Soit c'est clair ou non? Si ce n'est pas le cas, nous essaierons de le clarifier pour en discuter, pour l'examiner, car il est nécessaire de percevoir l'énorme importance de cela. C'est l'observation même du fait qui produit la mutation, par votre volonté, par votre désir, par votre mémoire qui dit « Oh, je dois changer, je dois être heureux ». Pour tout cela, des conclusions basées sur le plaisir et ne constituent donc pas un facteur capable de produire en eux-mêmes l'énergie nécessaire à la mutation. C'est l'observation même du fait, ou d'être totalement en communion avec le fait. C'est communion ou relation avec le fait qui produit la mutation. Les êtres humains sont violents, parce qu'ils sont encore des animaux. Je vais examiner ce sujet maintenant. Et je vous demande de m'accompagner. Je suis violent. Depuis que je suis enfant, j'ai été éduqué pour être violent, pour concourir, m'imposer aux autres, me remplir, s'adapter à la société. Ainsi, depuis l'enfance et dans différentes cultures et civilisations, la violence reste existante. Je déteste tout le monde. Je suis rusé, je veux un poste, je veux être célèbre,
Je veux être considéré comme un homme très compétent, très capable. Il connaît l'image que nous aimons former sur nous-mêmes. Je suis ça, je suis ça, je suis cet autre. Je vois que je suis violent. En attendant, je me donne du plaisir, tant que cela me donne de la satisfaction, je continuerai d'être violent. Ce n'est que lorsque la violence devient douloureuse, je commence à dire que je pense que je dois changer. Ce n'est pas à cause de toute théorie que je veux changer, ni à cause d'un Dieu, ou à cause de la société, ou parce que je veux fournir de bons services à la société, ou suivre ceci ou cet autre saint. J'aime être violent quand ça porte ses fruits, et je n'aime pas être violent quand il ne paie pas. C'est le fait, je vois que la violence elle-même est destructrice, qu'elle détruit l'esprit humain, parce que si je suis en compétition, en voulant me remplir, se battre, vous combattre, et contre tout, le cerveau passe. Il n'y a pas d'affection, pas de tendresse, pas de plaisir, pas de beauté. Je m'en rends compte, mais je ne sais pas comment changer cette chose appelée violence. Réalisant, je me demande, comment puis-je promouvoir une transformation radicale sur la même base de violence, c'est-à-dire dans l'ego composé de souvenirs, d'espoir, de peur, d'anxiété, de concepts, que je suis l'âme, que je suis l'Atman, que je suis Dieu, essentiellement basé sur le plaisir, et par conséquent, sur la violence. Je ne sais pas si vous m'accompagnez. Nous devons nous mettre en relation avec le fait, comme nous l'avons dit. L'esprit ou le cerveau devrait entrer directement en contact avec le fait que vous appelez la violence. Ne pensez-vous pas? Je ne peux vous contacter que lorsque vous tenez la main. Je dois contacter directement, car sinon il n'y a pas de contact physique. Je dois venir avec la chose qui appelle la violence. Aucune possibilité, je dois entrer en contact avec le sentiment appelé violence. Tant que vous avez des explications sur la violence, ou pendant que vous avez des explications intellectuelles sur les raisons pour lesquelles je suis violent. Je suis un animal. La société est violente. Je fais partie de cette société, et par conséquent, à cause de la société, je suis également violent. Les circonstances me forcent à être... De telles explications m'empêchent de contacter le fait et le. Je me rends compte de cela et je réalise aussi l'importance et l'urgence de venir au fait. Par conséquent, je n'ai plus de théorie. Comprendre? Je n'ai plus de théorie de quelque nature que ce soit fournie par le communiste, le socialiste, ceci ou ce saint, et cela est difficile pour l'homme qui vit avec des mots. Par conséquent, je ne veux aucune théorie sur la violence. Désir. Contactez-la. Je ne peux pas avoir une théorie de l'amour si je t'aime. L'amour n'est pas une théorie. Il n'y a qu'une théorie lorsque le cœur est vide. Et nous devons le remplir de mots et de théories. Et les théoriciens et les saints, si abondants dans ce pays, n'ont aucun amour. Ainsi, je ne peux contacter le fait que, à propos de vous, je n'ai pas de théorie, pas de croyance, pas d'opinion. Je ne peux pas être lié au fait non plus si je fuis moi. Je fume quand je dis « Quelle est la solution de ce problème ?» Parce qu'alors je suis plus intéressé par la réponse, pour résoudre ou remplacer le problème, que de contacter le problème lui-même. J'espère que vous m'accompagnez. Ainsi, je n'entre pas en relation avec le fait sans avoir reçu aucune opinion ou théorie. Les opinions et les théories nous empêcheront de nous mettre par rapport au fait. Et l'évasion, sous quelque forme que ce soit, m'empêche également de contacter le fait. Dans une manière très subtile de s'échapper vers le fait, c'est le mot relatif au fait. Comprenez-vous, messieurs? Voyez, le mot est très important. Pour nous, le mot hindou est assez important, car protégé dans ce mot, ou à cause de ce mot, nous sommes prêts à combattre et à tuer. Nous n'enquêtons pas sur sa signification. Nous acceptons simplement l'étiquette et sommes prêts à tuer quiconque s'y oppose ou qui est tué à cause de cela. Par conséquent, la parole communiste, socialiste, mon mode de vie, la classe à laquelle j'appartiens, est extrêmement importante pour les gens en général. Nous vivons en mots et nous avons donc le cœur vide, sec et cruel. Ainsi, le mot violence vous empêche de contacter le sentiment qui appelle la violence. Disons la chose d'une autre manière. Je veux comprendre, savoir,
ressentir, pénétrer ce que vous appelez l'amour et faire prospérer l'amour en moi. Je ne sais pas ce qu'est l'amour. J'ai des opinions sur vous. Amour divin, amour physique, amour vertueux, amour sensuel. Aimez-vous Dieu? Aimez-vous votre voisin? Aimez-vous tout le monde? J'ai des concepts, formules, amour pur, amour ignoble, amour chaste. J'ai des volumes d'opinions sur l'amour. Pour entrer en contact avec le fait, c'est, avec son propre amour, je dois éviter, jeter, pour brûler tous les livres qui ont été écrits sur l'amour. De même, pour comprendre que pour entrer en communion directe avec la violence, la chose la plus importante n'est pas de rechercher des explications ou des évasions. Et Escape veut également découvrir des causes ou trouver des solutions. Il est également nécessaire que nous soyons intensément consolés du danger du mot lui-même. Ce n'est qu'alors que je peux être tout mon être pour contacter cette chose que j'appelle la violence, le moi, et non mon être tout entier, c'est d'observer la violence, de chercher des explications et des évasions. Alors regardez le fait que j'appelle la violence. Cette violence diffère-t-elle de l'observateur? Non, l'observateur est la chose observée. L'observateur est de la violence. Il n'est pas séparé de la chose qui appelle la violence. Il y a un contact avec le fait que nous appelons la violence. Rien de tout cela ne doit être compris progressivement. Est-ce que tu comprends? Tout doit être compris immédiatement. C'est le point important. Lors de la dernière réunion, nous parlions de la question de l'ordre et du désordre. Le temps est un trouble, pas du temps chronologique, du temps mesuré par l'horloge. Si nous ne faisons pas attention au temps chronométrique, nous créons plus de troubles. Si je n'arrive pas ici exactement à 1/2, il y a un trouble. Ainsi, chronologiquement, le temps et l'ordre coexistent. Le départ du bus, le train, l'avion, la réunion prévue, le début des travaux à l'usine, le moment de mon arrivée là-bas. Sous tout autre aspect, sauf cela, le temps génère un trouble. Tu n'es pas d'accord? Voyez ce qui est implicite là-bas. Parce que pour nous, le temps est un processus progressif, une continuation d'hier jusqu'à aujourd'hui, pour demain, une durée. Nous n'avons pas de temps pour considérer ce point très largement. Quand je dis que je comprendrai avec la violence, c'est un processus progressif. Quand il dit qu'au fil du temps, il contactera. Par rapport au fait, quand il dit « je pense que j'aurai besoin de temps pour comprendre la violence », vous reportez votre relation avec le fait. Et report sa relation avec le fait, il crée plus de troubles. N'est-ce pas comme ça? Voyez maintenant à quel point c'est simple. Cela ne deviendra compliqué et subtil que si vous vous quittez plus tard. C'est-à-dire que je suis passionné. Et si je dis que je suis passionné, c'est parce que cet état est devenu douloureux. Alors que la cupidité me fait du plaisir, je vis avec elle, traitant des noms différents, la cachant, simulant la vertu, etc. L'avidité n'a pas d'importance si elle vise Dieu, ou les choses, ou le bonheur. C'est toujours l'avidité. Quand je dis de moi-même à moi-même, je me libérerai bientôt. Je reporte ma relation avec le fait. Et dans cet intervalle, à laquelle j'appelle grâce lequel il y a un retard, d'autres influences sont en action. Je prétends être non bénévole, de conformité, de nombreux facteurs agissent dans ce report. Tout cela, vous pouvez voir par vous-même. Ainsi, ce report, ce graduel, cet intervalle de temps est un fait de désordre. Le temps en tant que report, c'est l'évitement du fait. En disant que demain je ferai une certaine chose, je serai bien. Je ne pisserai pas. Cela signifie reporter, échapper au fait. Et quand ils évitent quelque chose, cela crée plus de confusion, plus d'affliction, plus de perturbation, plus de conflits et donc plus de troubles. Si en fait cette chose est comprise, Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as fait preuve de concentration, de présence et d'intérêt. Cela te distingue déjà de beaucoup. Et si tu laissais un commentaire pour dire ce qui t'a le plus marqué, profites-en aussi pour regarder les liens dans la description.
Il y a plus de contenu créé avec le même soin pour toi. Merci, une grande accolade et à bientôt.